Merci de choisir Star 21 TV. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. À la une de l'actualité de ce soir, Ismaël Condé, vice-maire de la commune de Matam et militant de l'UFDG, a été condamné ce jeudi 8 juillet par le tribunal de première instance de Mafanko à 3 ans, 4 mois de prison. Ils sont plus de 5000 élèves qui ne feront pas partir de la liste des candidats au compte des examens nationaux session 2020-2021. Selon le ministère de tutelle, les raisons sont diverses. Les détails, c'est dans ce journal. Encore une fois, bonsoir et merci pour votre fidélité à la télé du 21e siècle. Ces derniers temps, l'on assiste à la création des coalitions politiques en Guinée. Au regard de certains observateurs, cette pluralité d'alliances donne l'image d'une opposition guinéenne divisée. Mais pour Dr Faya Milimono, il voit cette situation d'un œil positif. Mariam Kindibari et Alassane Souma pour le reportage. Le passage politique guinéen se redéfinit avec la naissance de nouvelles coalitions en Guinée. Suite aux dernières élections, l'on assiste à la création d'au moins 4 alliances politiques. Selon certains observateurs, cette pluralité de fronts donne l'image d'une opposition divisée. Par contre, le président du bloc libéral voit cela d'un œil positif. Bon, pas nécessairement. C'est vrai qu'on peut penser que la classe politique est divisée, mais s'il faut parler de division, il faut déjà prendre acte que la division est consommée dès lors que nous avons plus de 100 partis politiques. Alors, moi je trouve plutôt quelque chose de positif dans le mouvement qui est en train de s'opérer actuellement, celui qui vise à se mettre ensemble, à se fédérer. Le combat politique guinéen tourne visiblement autour d'un idéal, celui de garantir l'alternance. Pour donc y parvenir, Dr Faya Milimono propose. Mais pour qu'il y ait une alternance politique en Guinée, il faut d'abord que nous réussissions à conscientiser les populations guinéennes. Ce ne sont pas nécessairement parce que nous avons 2 partis politiques que l'alternance peut être obtenue, même si l'alternance peut se faire au sein d'un même parti politique. Il faut conscientiser les populations guinéennes. La situation sociopolitique guinéenne est toujours caractérisée par une crise née au lendemain de l'élection présidentielle de 2020. Cet opposant compte poursuivre le combat dans l'espoir de tourner cette page un jour. Je vous le disais dans les titres, le vice-maire de la commune de Matam et militant de l'UFDG a été condamné ce jeudi 8 juillet par le tribunal de première instance de Mafanko à 3 ans, 4 mois de prison. Une décision que son avocat trouve très sévère et compte interjecter appel. Ismaël Condé, quant à lui, a présenté ses excuses à Alpha Condé et sollicite sa clémence. Alpha Oumar Diallo. Poursuivi pour offense sur la personne du président de la République de Guinée, production et diffusion et mise à détruire des données de nature à troubler l'ordre public et injure par le biais d'un système informatique. Ismaël Condé, le militant de l'UFDG, a été situé sur son sort aujourd'hui. La présidente du tribunal de première instance de Mafanko l'a condamné à 3 ans, 4 mois d'emprisonnement et au paiement d'une amende de 30 millions de francs guinéens. Et c'est que son avocat trouve anormal et qualifie cette décision de sévère et promet d'interjeter appel. M. Ismaël Condé ne mérite pas ce qui lui arrive. Cette sanction est exagérée. Nous prenons acte, nous relevons appel contre la décision. Après cette décision, Ismaël Condé s'est exprimé au micro des journalistes présents pour l'audience. Ismaël Condé a ouvertement présenté ses excuses au président de la République de Guinée. Il a dit, je cite, « Si ce sont ces publications qui ont fait du mal au président de la République de Guinée, je lui présente ouvertement mes excuses. Je lui demande de prendre cela comme une erreur de jeunesse et je sollicite sa clémence. » Excellence, Monsieur le Président de la République, si par mes publications sur les réseaux sociaux, il est arrivé que je vous ai offensé, injurié, sachez que ce n'était nullement pas l'expression d'une volonté manifestée. Je me repens. De ce fait, mettez ça dans le cadre d'une faute de jeunesse. Une mauvaise nouvelle pour cette famille biologique d'Ismaël Condé. Sa maman, présente pour l'audience du jour, s'est exprimée au micro des journalistes. Elle demande la clémence du chef de l'État et réaffirme son engagement à soutenir le RPG Arc-en-Ciel.
Depuis l'arrestation de mon fils, je n'ai jamais mangé à ma faim ni à ma soif. Je demande au président de la République de me pardonner, y compris mon fils. Je souffre énormément. Maintenant, je suis devenue une griotte parce que mon fils est condamné. Rappeler qu'après la condamnation de Fonike Mengue par la Cour d'appel de Conakry, Ismaël Condé vient rejoindre encore la Cour des condamnés, cette fois-ci à 3 ans et 4 mois d'emprisonnement et au paiement d'une amende de 30 millions de francs guinéens. Toujours dans l'actualité, la Fédération syndicale autonome des télécoms a animé un point de presse ce jeudi 8 juillet à la Maison commune des journalistes. Objectif, annoncer les raisons de la grève qu'elle projette le lundi prochain pour exiger l'annulation d'un arrêté du ministre des Télécommunications. Reportage Yaya Bari, Ibrahima Païkama. Lors de cette rencontre, la Fédération syndicale autonome des télécommunications a menacé d'aller en grève à partir de ce lundi 12 juillet 2021. Ce, pour protester contre notamment le non-respect de la convention collective. Nous vous rappelons que c'est étant dans la contrainte, dans l'épuisement de toutes les dispositions que nous avons essayé de mettre en place pour résoudre ce problème, du moins autour d'une table, que nous brandissons cet avis de grève qui va être appliqué et respecté à partir du lundi 12 juillet 2021. Le secrétaire général adjoint CC Jérôme Abba donne les raisons de cet avis de grève. Conakry, le 7 juillet 2021. À son Excellence, Monsieur le ministre de la Fonction publique et du Travail. Objet, avis de grève. Considérant la violation de la convention collective du secteur des postes, télécommunications et assimilés par le ministre des Postes, de télécommunications et de l'économie numérique, la FESATEL, Fédération syndicale autonome des télécommunications et assimilés, appelle tous les travailleurs et travailleuses affiliés à cesser le travail à compter du lundi 12 juillet 2021. Ont signé cet avis de grève Moussa Kourouma pour VDC, Mamadi Kaba pour Orange, Moriboulen Kamara pour Celcom, Faya Keleti Kamano pour MTN, CC Jérôme Abba pour le bureau et le secrétaire général Abdoulaye Bari. Je vous le disais également dans les titres, plus de 5000 élèves n'ont pas pu intégrer la liste des candidats au compte des examens nationaux session 2020-2021. Au cours d'un entretien ce jeudi, le responsable de la communication du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation a expliqué les raisons de cette élimination. Ibrahim Diallo pour le reportage. Le coup d'envoi des examens nationaux session 2020-2021 est prévu pour le 21 juillet 2021 au ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Par la voix de son responsable de communication, il estime que toutes les mesures sont déjà prises pour le bon déroulement de ces examens nationaux. Pour ce qui est techniquement de la liste des candidats, c'est déjà bouclé. Pour ce qui est de la prise de photos pour les candidats, c'est pratiquement achevé. Pour ce qui est également de l'identification des centres d'examen, à ce niveau également on n'a pas de problème parce que les centres d'examen sont identifiés pour le temps imparti et les efforts sont surtout axés sur le matériel comme nous l'avons toujours dit et également les lignes bougent à ce niveau. Donc bref, les préparatifs vont bon train, tout le monde est engagé, chacun en ce qui le concerne, pour que la date fixée soit respectée. Ils sont plus de 5000 élèves qui ne pourront pas passer les examens nationaux session 2020-2021. Ce responsable de communication donne les raisons. La raison est toute simple. Nous restons rigoureux sur les principes. Tout dossier de candidature qui n'obéit pas à nos principes intégralement, purement et simplement rejeté. Donc depuis le début de l'année déjà, cet échange existe entre le service examen
de notre département et les structures à la base, autrement dit les DPE, DCE et même dans les écoles. Donc ce va-et-vient des dossiers a toujours existé pour donner la chance à tous les dossiers qui souffraient d'anomalies, si petites ou si grandes soient-elles, si on pouvait les corriger, pour que ces anomalies soient corrigées. Dans une sortie récente, le ministre Bano affirme que le baccalauréat est l'examen où il y a beaucoup plus de tentatives de fraude. Ce responsable de communication appelle aux enseignants et élèves de faire preuve de responsabilité pour le bon déroulement de ces examens. Toujours à éducation, dans ce journal, le lancement officiel du concours de fin de cycle de l'enseignement technique et de la formation professionnelle est prévu ce vendredi 9 juillet 2021. À Zérékoré, ils sont 2094, dont 1105 filles à passer cet examen dans la région. Le concours commence par des travaux pratiques qui seront cette année focalisés sur la réhabilitation de certaines infrastructures en état de délabrement. Paul Foromosa Kouvogui, depuis la région forestière, nous signe cette correspondance. Le lancement officiel des épreuves pratiques au compte de l'enseignement technique et de la formation professionnelle aura lieu ce vendredi 9 juillet 2021 au centre de formation professionnelle de Zérékoré. La session 2020-2021 a été une année qui n'a pas connu de troubles, se félicite l'inspecteur régional de l'enseignement technique et de la formation professionnelle de Zérékoré. Donc, depuis la rentrée du 19 novembre 2020 jusqu'à date, vraiment les choses se sont marchées de façon merveilleuse. Donc on n'a pas eu d'handicap, les cours vraiment se sont déroulés dans de très bonnes conditions. Et de telle sorte que nous pouvons dire que nous sommes fermes prêts, c'est-à-dire pour aborder vraiment cette évaluation de fin d'année. Même si les délégués ne sont pas encore arrivés, les dispositions sont prises pour la réussite de cet examen. Les délégués sont en route, ils ne sont pas encore entrés. Donc la délibération seulement s'est faite depuis le matin et on les a mis en route. Mais qu'à cela ne tient, sur le terrain, toutes les dispositions sont prises déjà. Et la liste des surveillants déjà, c'est déjà établie. Et aujourd'hui, spécialement, nous commençons nos épreuves d'évaluation par les travaux pratiques. Cette année, dans nos trucs de travaux pratiques, il n'y a pas de pièces poubelles. C'est-à-dire tout ce qui rentrera dans la construction, c'est-à-dire soit on va réhabiliter, c'est-à-dire les écoles où vraiment c'est pas en très bon état. Par exemple, il faut voir si dans les murs il y a des fissures où les portes ne sont pas bonnes, ou bien là, il y a ces deux coiffés, etc., etc. Donc, nous allons dans ce cadre-là, c'est-à-dire de réhabiliter, c'est-à-dire nos infrastructures et nos matériels de l'école. Le premier responsable de l'enseignement technique et de la formation professionnelle a lancé un message aux candidats, mais aussi aux surveillants. Il a mis en garde les fraudeurs. Au niveau des candidats, je vous avoue qu'ils seront d'abord dans les belles tenues, ils ont des cartes et ensuite vraiment ils sont préparés. Même les téléphones ne sont pas vraiment acceptés, c'est-à-dire dans les centres. C'est ça, il n'y a pas de communication. Même les surveillants et au même titre aussi les candidats. Et le rendez-vous, on a dit à 7h30, c'est-à-dire dès 8h, on ferme déjà les centres. Donc ils sont tous informés par rapport à ça. Il y a une communication qui les a vraiment édifiés et à mieux être à l'heure et à jour par rapport vraiment à ces examens. Et par rapport donc aux surveillants, le rôle fondamental, c'est-à-dire d'un surveillant, c'est-à-dire c'est vraiment d'observer, de suivre le candidat. Mais il ne doit pas empêcher un candidat de travailler. Pour cette session 2020-2021, 5 centres sont retenus pour la tenue de ce concours dans différentes préfectures de la région de Zérékoré. La ville de Kankan est l'une des plus grandes agglomérations du pays. Dans la commune urbaine, on rencontre des personnes vivant avec des démences. Elle n'attire ni l'attention des autorités, encore moins des citoyens. Mais depuis 2019, une structure qui s'occupe de la gestion des malades mentaux s'active pour le bien-être des fous de la ville. Abdoulaye Koyassila, basé dans la région. Du jour au lendemain, le nombre de malades mentaux augmente dans la commune urbaine de Kankan. Il n'y a aucun centre psychiatrique pour leur prise en charge. On les aperçoit déambuler à travers les rues et dans les bars à la recherche du reste de manger pour se nourrir. Quand vous voyez l'état physique non pris en charge des malades mentaux dans la région, c'est un peu décevant. On ne peut pas vivre avec. Donc on a jugé nécessaire de prendre
cet entretien physique des malades mentaux parce que quand vous êtes en contact direct avec un malade sale qui n'est pas au fait dans une propriété, là on a du mal à vivre avec le malade. Rassembler ces fous et les conduire au fleuve Milo de Kankan n'est pas chose aisée. Mohamed Condé et ses acolytes sortent tôt le matin à 5 h du matin. Nos hommes, c'est-à-dire nos personnes en charge, qui prennent en charge l'entretien physique des malades mentaux, étaient sur le terrain depuis 5 h. Et de là, parce que rassembler, chercher les malades et puis les nettoyer, les laver, et faire le rasage, c'est pas facile de les rassembler. Quand ils soupçonnent seulement, ils peuvent prendre la tangente. Lorsque les malades mentaux capturés et réunis dans un endroit choisi par la bande à Mohamed Condé, le plus dur est fait. Ensuite, ils sillonnent les différents marchés à la recherche du soutien avant de les conduire au fleuve Milo. Une fois que l'équipe rassemble un peu ces malades mentaux-là, on sillonne dans ces différents marchés pour pouvoir gagner quelque chose, acheter au moins de savon. Et on peut gagner par endroit à travers les vendeurs des habits, des vêtements, gagner des vêtements pour eux. Donc c'est des difficultés. S'ils sont bien entretenus, ces malades peuvent être utiles à la société. Vous savez, en Afrique presque, si une personne tombe malade mentalement, la famille les abandonne. C'est pas comme ça. Il faut les assister, il faut les rapprocher. Il y a d'autres, c'est pas seulement les stupéfiants qui peuvent les rendre malades. Il y a d'autres qui sont des problèmes de soucis. Il y a beaucoup de choses qui font qu'ils deviennent malades. Créé en 2019 sous l'égide du contrôleur général de la police, Mohamed Garé, actuel gouverneur de Zérékoré, l'association des volontaires pour la gestion des malades mentaux tend la main à l'État et aux bonnes volontés de leur venir en aide pour pérenniser leur action à l'endroit des personnes vivant avec démence. De retour à Conakry, le 14 avril dernier, le destin d'une famille a basculé à la suite d'une supposée intoxication alimentaire liée à la consommation du corn-beef appelé Oderiche. Selon la famille, les résultats de l'autopsie révèlent que leur père est mort d'une intoxication alimentaire. Pourtant, l'Office national de contrôle de qualité annonçait que le corn-beef Oderiche est propre à la consommation. Yayou Moubari, Moustapha Diané pour le reportage. Du nouveau dans le dossier d'une supposée intoxication alimentaire de la famille Sangaré au quartier Bessia. Selon la famille, les résultats de l'autopsie indiquent que leur père est décédé suite à une intoxication alimentaire. Maintenant, pour le cas du défunt Toumani Sangaré, le père de famille, et on a demandé à ce qu'on fasse l'autopsie. Et l'autopsie a été faite, les résultats sont aujourd'hui disponibles. Et les résultats ont révélé effectivement qu'il s'agissait d'une intoxication alimentaire également. Donc nous avons mené beaucoup de démarches auprès des autorités du tribunal de première instance de Mafanko, auprès des autorités de l'hôpital Ignasdine et auprès des autorités du service de l'Office national de contrôle qualité pour que vraiment la chose puisse être tirée au clair. Pourtant, les résultats d'analyse effectués par l'Office national de contrôle qualité a révélé que le corn-beef Oderiche est propre à la consommation. Mais néanmoins, ce membre de la famille interpelle les autorités. Aux autorités, à tous les niveaux, de nous aider afin que le dommage que la famille a subi soit réparé. Le père de famille, M. Toumani Sangaré, qui est décédé, était tout pour la famille. C'est lui qui était tout pour la famille. Aujourd'hui, il est décédé et la famille tire le diable par la queue. Donc, que ce dommage-là soit réparé. Et que les 4 autres enfants qui ont consommé, qui ont été hospitalisés pendant plus de 2 semaines, on est d'accord qu'ils soient également pris en charge par la société importatrice de ce produit-là. Et en plus, les dommages qu'ils ont subis, les troubles sanitaires qu'ils ont subis, soient aussi réparés. Apparemment, cette affaire est loin de connaître son épilogue. La justice devrait donc se saisir de ce dossier afin de tirer au clair et rétablir chacun dans ses droits.
Dans le monde, depuis l'annonce de l'assassinat du président haïtien Jovenel Moïse chez lui ce mercredi 7 juillet, il y a peu de communication officielle. D'après les enquêtes, l'identité du commando est encore floue. Selon le Premier ministre par intérim Claude Joseph, qui a pris le pouvoir, des assaillants étrangers parlant anglais et l'espagnol seraient derrière cet acte. Cependant, il a décrété l'état de siège dans tout le pays. Mariam Bari pour le commentaire. Au lendemain de l'assassinat du président haïtien, l'heure est aux enquêtes. Au cours d'une opération, la police nationale dit avoir pourchassé les assaillants et tué 4 d'entre eux, 4 personnes désignées comme des mercenaires. 2 autres ont été arrêtés et 3 policiers qui avaient été pris en otage ont été récupérés. Ce mercredi dans l'après-midi, une équipe médico-légale a procédé à la levée du corps du président haïtien. Selon l'ambassadeur d'Haïti en France, au micro de nos confrères de la RFI, la dépouille de Jovenel Moïse avait été retrouvée, criblée de 12 impacts de balles. Jean-Josué Pierre Daoumé avance aussi une explication sur la facilité avec laquelle le commando a pu s'introduire dans le domicile du président. Il semble qu'il y aurait des complicités au sein de la police et de la garde présidentielle. Des gens haut placés dans la police seraient des mèches avec le commando. La légitimité de Claude Joseph est selon lui indiscutable. C'est lui, Premier ministre par intérim, qui a annoncé la mort de Jovenel Moïse avant de prendre les rênes du pays. Sa première décision a été de déclarer l'état de siège qui donne des pouvoirs étendus à l'exécutif et à la police. Il a aussi décrété un deuil national de 15 jours qui a débuté ce jeudi. C'est la fin de cette édition d'information à tous. Merci pour votre fidélité à Star 21 TV et bonne suite de programmes en notre compagnie.